Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à JDD de ce 1er février 2026, qui a le plaisir de recevoir sur le plateau un homme sans doute que vous connaissez de par son visage, parce qu'à un moment donné, effectivement, il a occupé le devant de la scène médiatique. Il se nomme professeur Souleymane Astou Diagne. Professeur Diagne, bonjour. Bonjour Mamadou et merci de l'invitation. Nous avons le plaisir donc de passer un bon moment avec vous en explorant la plupart des sujets que nous avons inscrits donc, au fronton de cette édition du JDD. En un premier temps, peut-être c'est juste de vous présenter. Souleymane est un natif de Bargny. Il m'a même dit qu'il faut y ajouter donc la notion de lébou. Je suis lébou de Bargny. On y reviendra un peu plus tard. Mais il est docteur en sciences économiques, donc c'est un économiste réputé, connu, en même temps aussi très chevronné, parce qu'il écrit beaucoup, il réfléchit beaucoup, et en même temps aussi il met sur la place publique effectivement ses réflexions. Et en même temps aussi il est maître de conférences à l'université Alioune Diop de Bambey. Il est également diplômé en statistique à l'université Paul Verlaine, donc à Metz en Lorraine, en France. Et en même temps aussi, il a été directeur de cabinet donc, du ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique. D'ailleurs, la notion du numérique a tout son sens chez M. Souleymane Astou Diagne parce qu'il a beaucoup réfléchi justement sur les questions numériques, sur les enjeux du numérique et en même temps aussi bon, sur les prérequis pour arriver effectivement à une société numérique. Donc Souleymane, si je m'en limite à vos travaux, si je m'en limite également à votre parcours, on s'aperçoit que vous avez également occupé des fonctions d'observateur au niveau du Conseil économique, du Haut Conseil social, économique et environnemental, où vous avez coordonné donc une cellule de réflexion qui est extrêmement importante à ce niveau-là. Mais en même temps aussi, vous réfléchissez également sur les aspects pratiques du tourisme, et notamment du tourisme religieux. On va y arriver tout à l'heure, mais c'est un concept très intéressant qu'il va falloir peut-être revisiter. Vous êtes surtout auteur de beaucoup d'ouvrages, dont le dernier en date, c'est le poids du numérique au Sénégal. Je m'en vais présenter un peu l'ouvrage parce qu'il est également l'ossature donc, de la réflexion que nous allons mener tout à l'heure avec Souleymane Astou Diagne. Souleymane, vous êtes de Bargny donc. Bargny est une ville assez intéressante, mais elle est au cœur de mutation et de dynamisme économique en ce moment. D'un côté, il y a Diamniadio, de l'autre, il y a la ville de Rufisque. Et en même temps aussi, il y a la façade atlantique qui progresse vers Ndayane avec un port minéralier qui est en construction. De ce point de vue, si vous êtes de Bargny et que vous êtes justement lébou, à quoi voulez-vous renvoyer quand vous affichez justement fièrement cette appartenance à Bargny? Alors, ma fierté d'être lébou, en fait, tire sa source de mon enfance. Jeune qui a vu ses premiers jours à Bargny, j'ai côtoyé des grands-parents qui avaient la fierté d'exprimer, en fait, les dans la langue, Bargny. Oui, les grands dignitaires de Bargny, d'exprimer, en fait, un langage qui a une sonorité particulière. L'accent, vous voulez dire? L'accent, oui. Et qui renvoie à des valeurs qui sont très, très prononcées dans notre localité. Très bien. Telles que les valeurs liées à l'éthique, à la morale, au travail, à la dignité, et qui ont bercé en tout cas mon enfance. C'est pourquoi je le revendique fièrement. Et Bargny, en tant que commune dans le département de Rufisque, a d'énormes potentialités, vous l'avez souligné. Il y a l'existence d'une façade maritime de plus de 4 km qui est aujourd'hui pas du tout exploitée. Il y a l'implantation sur le périmètre de la commune des grandes entreprises comme la Socosim, parce que la Socosim, pour ceux qui l'ignorent, est implantée sur les terres de Bargny. Géographiquement parlant. Géographiquement parlant, parce que Ndiouga Dieng, qui fut un des plus grands illustres chanteurs de notre époque, disait que Simabi Mungi Bargny. Ça, c'est à la fin des années 70. Et même les sacs qui contenaient le ciment étaient estampillés cimenterie de Bargny. Ça aussi, c'est depuis les années 60. Donc, ce qui prouve que la cimenterie de la Socosim est implantée sur les terres de Bargny. Il y a aussi d'autres infrastructures, comme la centrale à charbon à Bargny, le port
qui est en train d'être construit dans le périmètre de la Bargny, qui doit être un outil permettant de développer de manière très dynamique l'économie locale et booster en fait les investissements à l'échelle de la commune sur la santé, l'éducation, la voirie, et également le développement économique d'entreprises au niveau local. Il y a également le pôle urbain de Diamniadio, Bargny d'ailleurs a donné une partie de ses terres à ce pôle urbain, qui aujourd'hui également doit profiter à Bargny, parce que le pôle industriel qui est sur le pôle urbain, aujourd'hui est méconnu des Bargnois. On n'a pas encore étudié les potentialités que ça peut occasionner comme développement économique local par rapport à la commune. Donc, je pense que Bargny, c'est une ville qui est aujourd'hui traversée par le TER. Hein. Le TER a une gare à Bargny, à la route nationale, donc c'est une ville qui n'est pas du tout enclavée. Mais il faut révéler cette potentialité par des initiatives très fortes qui vont toucher non seulement l'éducation, la santé, les entreprises au niveau local, d'accord, et attirer des partenaires qui peuvent investir dans des domaines aussi porteurs. Et enfin, le dernier aspect également qui est très important concernant le développement de la commune de Bargny, c'est que Bargny aussi ne peut pas se développer sans l'intercommunalité. Ce qui n'a pas jusque-là été fait. Je pense qu'on ne peut pas développer Bargny sans avoir un œil sur ce qui se fait à Diamniadio, à Yène par exemple, et à Rufisque. Et que les maires de ces communes doivent se réunir, avoir des projets communs, trouver des partenaires, d'accord, avec l'appui de l'État, de la préfecture de Rufisque et également l'État central pour créer des infrastructures capables de soulager un peu le train de vie des populations et de créer des entreprises. Oui, enfin, vous avez anticipé sur une question, mais c'est très bien de démarrer comme cela. La proximité est une chance entre les différentes communautés que vous venez de citer, mais il devait y avoir une certaine complémentarité entre ces différentes cités qui sont proches les unes des autres, au point peut-être que ça permettrait à chacune de s'éclore sur ses propres potentialités, sur sa valeur réelle, mais en même temps aussi de se compléter par ce que les autres ont plus que soi. Autrement dit, Diamniadio est en train donc d'émerger, Rufisque peut-être va retrouver un peu son orgueil passé, il reste peut-être bon à Bargny maintenant de donner une certaine identité de soi-même. Est-ce qu'il y a une réalité qui soit propre à Bargny qui, en s'épanouissant, pourrait permettre donc à Bargny d'avoir une identité remarquable autour justement de ce pôle qui est en train donc de se reconfigurer? Oui, j'ai oublié tout à l'heure la proximité également qu'on a avec l'université Amadou Mahtar Mbow, qui est également un atout très important. Mais la particularité, c'est que Bargny est une zone de pêche. Je crois sur l'étendue du territoire, vous ne trouverez pas une commune qui polarise autant de pêcheurs, enfin de pirogues, quoi, de pêcheurs. Mais cette activité est aujourd'hui en difficulté en raison de l'exploitation du pétrole sur les puits de Sangomar et également des changements climatiques qui font qu'aujourd'hui nos pêcheurs sont dans le désordre le plus total. Et il faut réinventer ce secteur, et ça ne peut se faire qu'avec en partie l'appui de l'État central et également des partenaires qui aujourd'hui qu'on doit mobiliser sur l'international pour venir voir comment toute cette masse d'activité qui est en train enfin, de s'éteindre pourra être déversée dans d'autres secteurs. Et pour ce faire, je pense que des initiatives au niveau local doivent être prises, telles que par exemple la création de GIE pour ces pêcheurs en vue de créer d'autres activités, parce qu'il n'y a pas aussi de terre à Bargny, ça aussi c'est un autre problème. L'agriculture c'est complètement éteinte, parce qu'il n'y a pas de terre aujourd'hui disponible pour... Même pour le maraîchage. Bon, pour le maraîchage, il faut aller du côté de l'Endeng. Ça aussi, l'intercommunalité peut régler ça. C'est-à-dire que la collaboration entre les différents maires peut ouvrir des perspectives pour certains Bargnois de pouvoir cultiver, faire du maraîcher sur cette partie qui, je pense, appartient aux populations également de Bargny. Et donc, je pense qu'il faut organiser ces communautés sous forme d'entreprises, de GIE, leur trouver en fait des activités qui sont liées à la pêche, d'accord,
Il y a le port, le quai de pêche également qui est là-bas, qui n'est pas encore exploité. D'accord? Et donc, ce sont ces questions-là qu'il faut étudier de manière très lucide, inciter l'État central à venir nous renforcer, trouver des partenaires au niveau international pour que ces communautés puissent diversifier leurs activités. Parce que sinon, actuellement, la pêche aujourd'hui est en souffrance et c'est la faute en partie de l'État central qui, avec les activités pétrolières qui sont au niveau de Sangomar et également la pêche illicite des grands navires, le changement climatique, doit venir en aide aux populations de Bargny. Tout à fait. Certains même parlent de dérèglement climatique à la place de changement climatique. Mais bon, c'est une problématique qui se pose. Si on réfléchit un peu en termes de prospective, c'est-à-dire comment scénariser le futur donc, de Bargny, Rufisque et Diamniadio, est-ce que les élites n'ont pas leur part de responsabilité aussi dans une sorte d'inflexion qu'il va falloir peut-être amorcer, ne serait-ce que peut-être prendre des contacts, essayer de voir qu'est-ce qui peut vous unir. Je pense peut-être, voilà, vous êtes une sommité intellectuelle à Bargny, certainement il y a un répondant à Rufisque, en la personne peut-être du ministre Abdourahmane Diouf et d'autres qui ne me viennent pas à la tête. Mais est-ce que déjà on ne peut pas amorcer un rapprochement pour réfléchir ensemble, c'est-à-dire regarder beaucoup plus loin, mais en même temps aussi élargir l'horizon de façon à ce que peut-être toutes les intelligences soient en conjugaison pour permettre peut-être à tout cet espace de s'épanouir en partant des réflexions justement des fils issus du terroir. Vous avez parfaitement raison, Mamadou. En réalité, les fils d'un même terroir doivent échanger, discuter, faire un peu de prospective pour un peu redessiner l'avenir. Bon, vous avez cité Abdourahmane Diouf, qui est l'actuel ministre de l'Environnement, qui est un grand frère, avec lequel d'ailleurs je discute beaucoup au téléphone. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, on crée beaucoup de murs, mais pas suffisamment de ponts. D'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les élites, et ce n'est pas uniquement le cas de Rufisque, dans pas mal de départements, les élites souvent sont un peu déconnectées de ces pratiques, ou bien en tout cas de ces dynamiques. Et l'intercommunalité, qui devrait être une partie des solutions de nos problèmes, est aujourd'hui également en berne, parce que chacun considère son territoire comme étant quelque chose de figé, alors que le territoire est mouvant, le territoire est dynamique. Et c'est la raison pour laquelle c'est une invite que vous nous faites, de penser à s'ouvrir, à discuter avec d'autres personnalités qui sont dans les départements dans lesquels nous vivons, et de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Pourquoi? Parce que si on s'y prenne ensemble, on sera plus efficace, et ça sera plus facile pour tout le monde. Et une partie du problème également réside dans la dynamique aujourd'hui que l'État a mis en place dans le cadre de la décentralisation. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, actuellement, nos préfets et nos gouverneurs doivent également être réformés. C'est-à-dire la manière dont nos administrations territoriales sont pilotées doivent être réformées, dans le sens de ne plus avoir des administrations de commandement, mais des administrations de développement qui sortent un peu de tout ce qui est ordre public, sécurité, mais qui inscrit dans son fonctionnement le développement économique et social de nos territoires. Très bien. À la diffusion donc, de la bande-annonce pour peut-être votre émission, il y a une contribution qui m'est tombée dans mon WhatsApp et la personne me dit de grâce, si vous rencontrez donc un économiste de la dimension du professeur Diagne, posez-lui la question quand même qui a trait à la victoire des Lions, qui sont devenus donc champions d'Afrique en football récemment donc au Maroc, avec tout ce qu'on connaît comme péripéties d'après. Et sa question c'est qu'est-ce que le Sénégal peut valablement tirer en termes d'image, en termes de valorisation, mais peut-être aussi en termes de rayonnement de la victoire justement des Lions qui sont champions pendant au moins 2 ans à venir. Est-ce que l'économiste que vous êtes perçoit déjà d'emblée tous les bénéfices que nous pouvons en tirer? Oui, déjà c'est le lieu de féliciter les Lions pour ce sacre. Je pense que la victoire a été très belle et nous tous on s'est réjouis véritablement de ce sacre africain. Sur le plan économique, il y a forcément des retombées parce que le fait de gagner un trophée continental renforce la confiance des Sénégalais quant à l'avenir. Enfin, ça renforce également la consommation locale parce que ça crée de l'euphorie,
Enfin, les gens sont joyeux, ils sont contents de fêter. Et ça augure de perspectives heureuses dans l'avenir. C'est pourquoi avoir un sacre comme ça a forcément des retombées économiques, si et seulement si les acteurs le comprennent de manière très concrète, hein, et de savoir qu'il y a un investissement à faire dans le sport, d'accord, en réhabilitant nos infrastructures, en mettant davantage de moyens également dans le sport, pour qu'on puisse renouveler ces sacres, et ça crée en fait un soft power pour notre pays. Le Sénégal devient de plus en plus célèbre et les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit pays? Et ça pousse beaucoup d'investisseurs à venir investir dans notre pays. C'est pourquoi le fait d'avoir cette victoire à la CAN a forcément des retombées économiques sur l'économie du Sénégal. Maintenant, on peut le mesurer, hein, on peut le mesurer, mais l'impact peut-être se fera sur le moyen et peut-être le long terme. Alors, professeur, maintenant, élargissons un peu peut-être la perspective. Le Sénégal en 2025, au plan économique, si vous aviez à le résumer assez brièvement, je sais que vous en êtes capable, quelles sont les lignes directrices de notre économie, mais en même temps aussi les traits dominants de l'économie sénégalaise? Alors, l'économie sénégalaise en 2025 est une économie en difficulté. Difficultés sévères. Et d'ailleurs, les difficultés sont en train de se prolonger pour l'année 2026. L'année 2026 n'augure rien de bon. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez vu sur le plan géopolitique, le 2026 est caractérisé par non seulement la capture de Maduro le 3 janvier passé, mais Donald Trump qui oriente en fait les tensions vers le Moyen-Orient. Bon. C'est pourquoi 2026, sur le plan économique, ce sera un peu compliqué par rapport à l'environnement international. Maintenant, si on en vient au Sénégal, 2025, c'était une année très mitigée parce que je pense que le gouvernement a commis d'énormes erreurs. Le fait d'arrêter, par exemple, le BTP, de faire de la fiscalité, je vais dire, un instrument de manière démesurée. Le fait également d'avoir un discours qui n'est pas apaisé, ça a eu des effets sur l'économie. Le fait également que des capitaines d'industrie se sont retrouvés en prison également a eu des effets sur l'économie. Et également l'absence d'engager des réformes structurelles majeures sur le plan d'éducation, par exemple sur le plan des infrastructures, de lancer de nouveaux projets, etc. Alors, et donc, 2025, l'État du Sénégal a commis une erreur qui est d'arrêter le BTP et les différents chantiers, ce qui a asphyxié un peu l'économie, qui a fait que le PIB s'est contracté à des niveaux sans précédent. Le produit intérieur brut s'est contracté de manière sans précédent. Également, la dette s'est envolée. Le PIB, le ratio dette publique sur PIB, certains disent 119, bon 132, ça dépend. Mais 2025 a été une année très chaotique sur le plan économique au Sénégal. Maintenant, pour changer en fait dans une dynamique heureuse, une perspective heureuse, je pense qu'il faut commencer déjà par restaurer la confiance. Restaurer la confiance pour booster le financement interne de l'économie. Mamadou, je vous rappelle que nous sommes dans une économie dominée par le secteur tertiaire, dont la majorité des Sénégalais sont dans le secteur primaire. Aujourd'hui, quand vous prenez la population active au Sénégal, on est un peu plus de 6 millions, ou bien en tout cas 11 millions aussi de Sénégalais en âge de travailler, mais 6 millions de Sénégalais qui sont dans la population active. 70% de cette population active travaille dans le secteur primaire. Et le secteur primaire ne produit que 15% du PIB, ne contribue qu'à 15% du PIB. Donc tu as des millions de Sénégalais qui ont une productivité qui est très faible. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, le financement de l'économie. Le secteur primaire ne concentre que 2% du financement bancaire de notre économie. Et c'est un secteur qui emploie des millions de Sénégalais. Alors, quand vous prenez 2% de financement pour un secteur aussi important comme l'agriculture, la pêche et l'élevage, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas d'industrialisation. Parce que le secteur primaire aujourd'hui est quasiment inexistant. En tout cas, sa productivité est très faible. Alors,
le financement aujourd'hui des entreprises également, que ce soit des PME comme des PMI également, pose problème parce que la croissance, par rapport à ce que les gens ne savent pas, la croissance est portée par les PME et les PMI. Aujourd'hui, le taux de financement des PME et PMI, c'est 35% de ces entreprises qui trouvent un financement. Quand vous allez dans des pays comme le Maroc, comme on a parlé tout à l'heure de la Coupe d'Afrique, oui. Au Maroc, c'est 80% des PME et PMI qui trouvent un financement. Alors, ce qui veut dire que l'ensemble de nos acteurs économiques qui font la croissance ont des demandes de crédit en souffrance et ne peuvent pas financer l'économie. Ça, c'est en partie dû à la nature informelle de notre économie, mais également c'est dû également au fait que l'État siphonne les ressources au niveau du secteur bancaire par les appels publics à l'épargne qui se font au niveau de l'espace régional. Et ça crée l'effet d'éviction. Et aujourd'hui, l'État doit arrêter de siphonner les crédits et se tourner vers l'international. Mais bon, actuellement, ce n'est pas possible grâce par rapport à la notation qui se dégrade de plus en plus. Les taux sont de plus en plus élevés. Et les investisseurs internationaux, vu que le Sénégal n'a pas encore d'accord avec le Fonds monétaire, refusent en tout cas de prêter à des taux concessionnels le Sénégal. Autrement dit, notre pays n'est plus accueillant justement pour accueillir en tout cas les investisseurs. Absolument, notre pays n'est plus accueillant. On sera accueillant seulement si notre relation avec le Fonds monétaire se stabilise. Et ça va donner un signal positif aux prêteurs internationaux de voir prêter à des taux concessionnels. Mais aujourd'hui, les taux qui sont pratiqués sur le marché international sont des taux qui sont prohibitifs. Ça approche les 10%, des fois même c'est 12% qu'on nous propose comme taux d'emprunt. Alors, donc ça augure d'une année 2026 qui va être très, très compliquée. Et donc, si on veut changer la donne, il faut restaurer la confiance. Et la restauration de la confiance va... Ça ne se décrète pas, hein, professeur. Ça ne se décrète pas. Ça va passer non seulement par pacifier le discours politique, d'accord, pacifier le discours politique, libérer les gens qui sont en prison. Ça va passer également par relancer l'économie, par enlever toutes les restrictions qui étaient sur le bâtiment, sur les autres secteurs. Également adoucir un peu la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, sur toutes les activités, maintenant, il y a la fiscalité. Quand vous allez faire vos courses, on vous taxe. Les entreprises également sont surfiscalisées. Alors que même, il faut le rappeler, Mamadou, l'État du Sénégal est l'État qui taxe le plus ses citoyens dans l'espace UEMOA. N'est-ce pas? On a le taux de pression fiscale le plus élevé. Autrement dit, là aussi, il faut peut-être alléger. Il faut alléger. Et permettre peut-être aux gens de souffler un peu et de se réinjecter dans... Voilà, mais maintenant, on a rajouté même une couche supplémentaire en 2025, en mettant dans le périmètre de la fiscalité pas mal d'activités. Alors, donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si on veut changer de stratégie, il nous faut aujourd'hui pacifier l'espace public pour renforcer la confiance, permettre aux investisseurs de revenir. Et également, il y a une partie internationale sur laquelle je n'ai pas abordé, c'est la question relative à nos relations avec la France. Il faut normaliser nos relations avec la France. Ils sont moins heurtés maintenant quand même. Oui, mais on n'a pas intérêt à s'embrouiller avec les Français. Moi, je pense qu'on doit rénover le partenariat, c'est vrai, parce que le partenariat doit être gagnant-gagnant. Mais rénover le partenariat ne veut pas dire se fâcher, d'accord? Parce que la France, quand même, est un partenaire traditionnel. Comme également les autres, hein? On n'a pas intérêt à se fâcher avec qui que ce soit. L'objectif, c'est que toutes les relations que nous entreprenons avec les partenaires étrangers doivent se baser sur la protection de nos intérêts nationaux. D'accord? Donc, si on le fait, je pense qu'on arrivera à relancer l'économie du Sénégal. Mais il y a souvent aussi un autre constat qui est fait, qui peut-être voisine même avec un peu le chemin que vous venez de décrire, c'est l'absence d'industriels, c'est-à-dire de capitaine d'industrie. Peut-être il fut des temps, il y en avait une génération, mais certainement avec le vieillissement, peut-être cette génération a quitté la scène. Mais maintenant, on est en quête justement de nouveaux industriels qui sont capables effectivement d'injecter des capitaux très conséquents sur le plan industriel pour doter les pays quand même d'infrastructures de standing. Oui, en fait, pourquoi subitement beaucoup d'industries ont fermé? Parce qu'elles subissent la concurrence internationale. Aujourd'hui, pour produire des biens au Sénégal, il faut être capable de faire mieux que ce que font les Chinois. Clairement.
il faut aussi être capable de faire mieux de ce que font les Indiens. En tout cas, c'est eux qui ont aujourd'hui le lead sur ces domaines. Alors, et ça va passer non seulement par un État stratège qui facilite et qui accompagne, et qui est volontaire. Qui est volontaire, c'est le cas de la Chine. Hein. La Chine aujourd'hui est leader sur pas mal de domaines parce que l'État chinois subventionne gracieusement ces industries. Si aujourd'hui les Chinois sont devenus numéro 1 mondial des voitures électriques, c'est parce que la Chine, l'État chinois l'a voulu. D'accord? En finançant et en allégeant une bonne partie du dispositif pour permettre aux industriels de pouvoir produire des véhicules. Mais ici, l'État pose problème. L'État, au lieu de vous subventionner, l'État vous met des taxes, ce qui alourdisse beaucoup de production. D'accord? L'accès à la terre pose problème. On a vu le cas de Babacar Ngom. Moi, je me solidarise avec lui parce que céder 80 hectares pour l'apaisement, moi, je pense que l'État aurait dû trouver une solution. Parce qu'on a donné à des non-nationaux 1200 hectares par-ci. 10 000 hectares, on l'a donné à des Italiens ici. Ça n'a pas ému les Sénégalais. Alors, qu'un Sénégalais de bon teint obtienne 80 hectares pour le valoriser et que ça crée en fait la vendique populaire, les gens disent qu'il est... Certains disent qu'il est un voleur. Mais moi, je me pose la question, mais dans quel pays sommes-nous? Et c'est le lieu de vous dire, Mamadou, on ne peut pas bâtir une économie dynamique et prospère sur le postulat que toute réussite est suspectée d'être malhonnête. Aujourd'hui, au Sénégal, si tu réussis, on a l'impression que tu uses de passe-droit ou tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Alors que les gens qui ont réussi sont des gens honnêtes. Mais c'est une perception que les autorités doivent briser et accompagner ces capitaines d'industrie pour industrialiser notre pays. Parce que le problème aujourd'hui, notre balance commerciale est déficitaire, mais de manière chronique. Les Sénégalais achètent beaucoup plus de biens à l'étranger qu'ils n'y vendent des biens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les emplois que nous devrions créer ici, on les crée à l'étranger. C'est ça que ça signifie. Et en devise étrangère. Et en devise étrangère. D'accord? Alors, pour créer les emplois ici chez nous, il faut que l'État soit stratège. Il faut que l'État accompagne des capitaines d'industrie comme Babacar Ngom, comme Serigne Mboup, comme les autres. Et chacun, dans son échelle, on essaie de voir ce qu'il peut créer. Et on l'accompagne, mais de manière très dynamique. Hein? Parce que si la Chine ne l'avait pas fait, l'Inde ne l'avait pas fait, ils n'auraient pas les industries qu'ils ont aujourd'hui. Alors, et donc, pour moi, l'industrialisation, si on ne le fait pas, on risque de vivre toujours aux dépens des autres. Et on aura du mal à créer des emplois au niveau local et à superposer des générations de chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, selon l'ANSD, qu'en moyenne, il y a 200 000 jeunes diplômés qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Ces 200 000 jeunes, qu'est-ce qu'on a fait chaque année? On ne le sait pas. Est-ce que vous voyez? Et est-ce qu'on va maintenant rester à les superposer d'année en année? Ça aussi, ça va poser problème. C'est pourquoi moi je pense que l'État a les clés de l'industrialisation. Maintenant, il faudra jouer. Moi, j'ai écrit dans un autre ouvrage que celui-là, les 16 points clés que je ne pourrais pas développer ici, mais il y a 16 points clés que j'ai dénotés dans l'ouvrage pour dire voilà les points sur lesquels l'État doit travailler si on veut industrialiser notre pays. Alors, maintenant, vous avez abordé un aspect en l'effleurant tout de suite, mais peut-être on va y mettre un petit temps d'arrêt. C'est sur les capitaines d'industrie que nous avons, sur les fortunes qui sont déjà amassées, ou bien peut-être sur des gens qui sont identifiés comme étant fortunés. Mais il y a une sorte de repli, à la limite, une sorte de discrétion qui frise même la timidité chez certains qui sont pointés du doigt comme étant peut-être les gens fortunés. Est-ce qu'eux-mêmes n'intériorisent pas peut-être comment on appelle ça, peut-être ce regard un peu sournois, peut-être d'un certain nombre, d'une partie de l'opinion, qui les indexe comme étant peut-être des gens qui se sont arrangés la vie pour peut-être avoir autant de moyens. Est-ce qu'il n'est pas temps pour ces capitaines d'industrie, ou bien pour ces fortunés, de sortir, d'afficher fièrement peut-être leur allant, de façon à ce que peut-être ils dissipent même peut-être à la limite ce qu'on colporte justement sur leur propre image. Oui, en réalité, Mamadou, actuellement les gens ont peur. Actuellement, les gens ont peur. Oui, mais tout le monde ne peut pas, avoir peur en même temps. Je m'explique, oui. Les gens ont peur. La plupart des gens aujourd'hui qui ont des capitaux le thésaurisent chez eux. Ça, c'est la vérité. Même les banques actuellement sont en difficulté.
La plupart des banques demandent à leurs clients est-ce qu'ils ne peuvent pas venir faire des dépôts parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et c'est pertinent ça? Oui, c'est pertinent, oui. Oui, mais une banque est censée peut-être bon, quand même voilà, garder des avoirs des gens. Mais attendez, c'est des banques de dépôt. La banque fait la transformation, c'est-à-dire utilise les dépôts des clients pour financer d'autres. C'est ça. D'accord? Et par ce biais, la banque fonctionne. Maintenant, quand dans une économie, les gens ont peur, tout le monde, la plupart thésaurisent. Ils font un peu du bas de laine. Voilà, ils mettent l'argent sous le matelas pour permettre à tout le monde de comprendre. Comme la vieille grand-mère. Voilà. D'accord. Alors, pour ces gens-là, c'est à l'État de leur montrer la voie. C'est à l'État de montrer la voie, de dire à ces capitaines d'industrie, on sait que vous avez un potentiel pour investir dans tel secteur. Venez, on va vous accompagner. C'est ce que fait l'État chinois. L'État chinois reçoit les capitaines d'industrie et les oriente en disant, dans ce secteur, si vous mettez tant, nous on peut mettre tant, on peut vous mettre à disposition ceci, on peut vous mettre à disposition cela et on vous accompagne pour produire. Parce qu'ils savent que ça va retourner sur les Chinois. Mais nous, ça, on ne va pas créer la roue, recréer la roue. L'État du Sénégal doit accompagner ces capitaines d'industrie en leur demandant d'investir dans certains secteurs. Et c'est une bonne voie selon vous, peut-être bon pour restaurer la confiance. Ce sera la voie pour restaurer la confiance. Par exemple, je donne un exemple. L'agriculture. Qu'est-ce qui empêche à l'État de dire, par exemple, vous, Babacar Ngom, vous avez investi dans l'agro-industrie. Oui. Venez, on vous donne 200 hectares pour faire de l'agriculture. Regardez les potentialités de produits que vous pouvez faire. Nous, on vous accompagne. Parce qu'on sait que pour produire, pour cultiver, il faut maîtriser l'énergie. Le coût de l'énergie est très élevé. L'État peut dire, je peux subventionner. Parce que ce sont des Sénégalais qui vont travailler après. D'accord? Le coût de l'eau également est très élevé. L'État peut dire, moi je peux mettre également de la subvention sur ceci, sur cela, pour permettre à ce capitaine d'industrie d'avoir les coups de franche pour investir. Parce que cultiver 200 hectares, ça aura des effets multiplicateurs énormes sur l'économie nationale. Si l'État le fait avec 3, 5 capitaines d'industrie, cela va régler beaucoup de problèmes. Non seulement employer des gens, mais également anticiper sur le volet industriel, qui est la transformation de ces produits sur le territoire national. Mais si on ne le fait pas, mais d'autres vont le faire. Et en mal, les gens qui vont venir le faire, ils vont le faire dans le sens de siphonner nos ressources et de les rapatrier dans leur pays d'origine. Ce qui veut dire que la valeur économique nationale sera expatriée à l'étranger. Mais si on le fait avec les nationaux, cela va rester ici. C'est ça tout l'enjeu de l'industrialisation de nos États. Alors, maintenant, ça même, je l'ai écrit dans le domaine des mines, du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, quand vous prenez la loi sur le contenu local, c'est un exemple. Hein? Oui. Dans le registre 1, toutes les activités qui sont réservées à nos entreprises, mais ne sont pas captées par nos PME, PMI. Ce sont des entreprises chinoises, indiennes qui viennent les capter. Pourquoi? Parce que non seulement on a des entreprises qui ne maîtrisent pas la technologie, qui ne connaissent pas la réglementation, d'accord, et qui n'ont pas derrière des garanties financières ou bancaires leur permettant de réaliser ces activités. Mais pourquoi invoque-t-on à vue de façon tout à fait cacophonique le souverainisme? Si tant est que peut-être il faut peut-être restaurer un peu la confiance, donner du travail aux Sénégalais, mais en même temps aussi peut-être encourager ceux qui détiennent des moyens à investir chez eux plutôt qu'ailleurs. Oui, en fait, le problème de nos dirigeants, c'est qu'ils pensent qu'une fois qu'ils ont voté la loi, ils ont réglé le problème. Alors qu'il faut la mettre en application. Il faut la mettre en application. Et également, il faut des instruments. Il faut des instruments qui sont évalués quotidiennement par rapport à leur efficacité. Parce que si on prend par exemple GTA, c'est un investissement quasiment de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, vous imaginez ce que ça représente? C'est énorme. C'est énorme. Vous demandez la partie que les entreprises sénégalaises ont captée dans cet investissement. C'est infinitésimal, c'est très peu. Alors que si on applique la loi sur le contenu local, les entreprises sénégalaises auraient dû capter, on peut dire, peut-être 15 ou 20%.
20% ou 15% de 5 milliards de dollars, c'est énorme. Amen. Les effets que ça pourrait avoir, les effets d'entraînement que ça pourrait avoir sur l'économie locale seraient très substantiels. Mais on n'évalue pas les outils, on n'évalue pas les dispositifs. Certes, la loi est là, ça permet d'avoir un cadre juridique, mais ça s'arrête là. Mais au-delà de la loi, il y a des instruments financiers, des instruments bancaires, des instruments technologiques qu'il faut mettre en place pour accompagner nos entreprises à capter ces marchés et que la valeur ajoutée économique nationale puisse rester ici. Mais que ça ne se rapatrie pas en Chine ou en Inde ou en France ou ailleurs. C'est ça le vrai défi. Il faut donc que nous ayons une élite qui comprenne les problèmes. Sinon, ce sont d'autres acteurs qui s'organisent mieux, qui vont venir utiliser nos ressources. Alors, en langage plus simple, le souverainisme renvoie à quel type de réalité? Le souverainisme, en fait, Mamadou Matakine, le souverainisme, en fait, le souverainisme, c'est un concept ancien. C'est ça, oui. Ça existe depuis belle lurette. Mais le souverainisme repose sur la maîtrise de 3 espaces. Il faut maîtriser, si vous voulez être souverain, il faut maîtriser l'espace, votre espace terrestre, l'étendue du territoire du Sénégal. National. Deuxième espace, il faut maîtriser l'espace inframarin. La côte. Tout ce qui se passe sous l'océan, nous, on ne sait pas. Et après, l'espace extraterrestre, avec tout ce qui est dynamique de satellites, de drones, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Est-ce que si le Sénégal se mesure par rapport à la maîtrise de ces 3 espaces, est-ce qu'on est satisfait ou on n'est pas satisfait? Ça, moi, je pense qu'on n'est pas encore satisfait. Okay. D'accord? Deuxième chose. Pour être souverain, il faut maîtriser la technologie. La maîtrise de la technologie est au cœur même de la souveraineté des États. Aujourd'hui, les États qui maîtrisent le plus les technologies sont les États les plus souverains. Quelle technologie nous maîtrisons au Sénégal? Et on se pose la question. On est entre nous. Posons-nous une question simple. Quelles sont les technologies que nous maîtrisons? Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on n'est pas satisfait? Enfin. Alors, et enfin, la souveraineté se mesure par la capacité d'une société à maîtriser le savoir et le savoir-faire. La connaissance. La connaissance. Aujourd'hui, que valent nos universités sur l'international? Quand vous prenez les 1000 plus grandes universités dans le monde, aujourd'hui, selon le classement de Shanghai, sur 1000 universités, il n'y a que 18 qui sont en Afrique. Les 1000 plus grandes universités dans le monde, il n'y a que 18 qui sont en Afrique. La Chine en compte 191. Les États-Unis, 187. Nous, on est à 18. Sur les 18, il y a une seule université qui est dans le monde francophone. Ouais. C'est l'université de Sfax, de Tunisie, qui est dans le monde francophone. Hein. Tout le reste, c'est partagé entre l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, ça, c'est un indicateur de souveraineté. Aujourd'hui, si on veut être souverain, il faut qu'on maîtrise les savoirs et les savoir-faire. Et ça va passer par le redimensionnement de la carte universitaire, comment je dire, le dépoussiérage des curricula, d'accord, qu'on puisse vraiment mettre sur orbite l'université. Et l'université sénégalaise également doit être en contact avec le monde industriel, le monde professionnel, le monde de la recherche. Également, idem comme l'armée. L'armée également doit être en contact avec le monde réel. Une armée, parce que l'aspect de sécurité, qui est une composante de la souveraineté, n'est pas uniquement l'affaire des militaires. Ce n'est pas uniquement l'affaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. C'est transversal. C'est transversal. Il y a une partie de la sécurité, dans sa globalité, qui est au mains de civils. Et donc, il faut qu'il y ait des passerelles entre l'armée et le monde universitaire, le monde des praticiens, le monde des ingénieurs, etc. Et également, il faut que nos universités soient remodelées. Si on ne le fait pas, nos universités vont rester en l'état actuel. Et c'est des universités, en fait, qui ne reflètent pas la modernité, en fait, de notre époque. Voilà, vous suivez JDD du 1er février 2026 qui reçoit avec beaucoup de plaisir donc, le professeur Souleymane Astou Diagne, économiste. La dépendance
tel que vous venez de décrire un peu les espaces qu'il faut s'approprier pour peut-être ne pas être quand même dépendant. La souveraineté, en principe, doit évacuer justement les mécanismes de dépendance pour peut-être donner plus d'autonomie aux pays qui revendiquent justement une certaine souveraineté. N'est-ce pas? Oui. En fait, en réalité, tout le monde est interdépendant. On est dans un monde caractérisé par l'interdépendance, mais à des degrés moindres. Nous, par exemple, au Sénégal, on est davantage dépendant des autres que le sont, par exemple, les Français ou les Américains. Donc la notion de souveraineté est équivoque, elle pose problème. Absolument, elle pose problème. Elle pose problème à ce niveau. Maintenant, plus vous maîtrisez les technologies et plus vous êtes indépendant de la dynamique des autres. Parce qu'on est quand même dans une économie mondialisée. Tout à fait. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Les pays sont obligés d'interagir entre eux. Ça, c'est la dynamique de l'économie mondiale actuelle. Mais au Sénégal, pour être moins dépendant, il faut qu'il y ait des dynamiques endogènes qui suppléent la dépendance extérieure. Je m'explique. Les mécanismes endogènes, c'est que dans notre pays, il faut qu'on développe la dimension horizontale de notre développement. C'est le développement des terroirs. Des territoires. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la région comme Kédougou, la région de Ziguinchor, vous savez, ces régions-là ont en fait des potentialités qu'aucune de nos régions ne possède. Et pourtant, elles sont sous-exploitées. Et des fois même pas exploitées. D'accord? Alors, il faut aller dans le développement horizontal et sortir de la logique verticale qui veut que l'État central injecte les ressources du haut et que ça parte vers les territoires. Et pour ce faire, il faut une régionalisation du financement du développement de nos territoires. Ah, carrément. Je pense que la manière dont le budget est administré au Sénégal pose problème. Moi, je propose pour qu'on régionalise le budget, que le financement soit régional, que chaque année, au-delà des besoins de l'État central, qu'on puisse dire que la région de Louga a telle enveloppe, telle région a telle enveloppe, mais ça va également reposer sur des innovations dans la gouvernance, parce que les espaces de gouvernance doivent être rénovés. On doit avoir l'intercommunalité. D'accord. Que chaque année, que les maires, les préfets, les autorités coutumières, les autorités traditionnelles, les artistes, etc., en tout cas les leaders d'opinion, puissent se retrouver dans une assemblée régionale et définir un schéma directeur de projet à financer par l'État. Je vous donne 2 cas pratiques. Vous savez, le cuir est très prisé au Sénégal. Il est même fabriqué quelque part, en tout cas, retravaillé bien, c'est Angaï. Il y a des villes également qui sont des villes qui produisent beaucoup de cuir. C'est notamment Touba, c'est Tivaouane et tous les foyers religieux. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une articulation entre les pays qui utilisent justement de la viande et délaissent justement le cuir et un autre pôle qui récupère ces cuirs, les retravaille pour que peut-être il y ait maintenant un enchaînement de valeurs ajoutées entre les différentes communautés de façon à ce que peut-être cette intercommunauté-là, elle joue effectivement justement son rôle. Le deuxième point, c'est sur l'or. Nous détenons un métal précieux qui est très prisé sur le plan mondial. Du point de vue justement de sa valeur, du point de vue également de ses caractéristiques. Mais pourquoi ne pas peut-être ériger Kédougou en un centre qui polarise, n'est-ce pas, les comptoirs aurifères, de façon à ce que peut-être quand on veut labelliser l'or, que Kédougou joue son rôle et implique effectivement aussi les spécialistes de l'or qui sont au Sénégal, notamment les bijoutiers. Mais Mamadou, vous avez une parfaite vision de la réalité. Vous savez, si je prends votre premier exemple, sur le cuir par exemple, moi, j'ai eu la chance de conduire une étude économique sur l'impact du Grand Magal de Touba sur l'économie du Sénégal. Cette étude a démontré que durant le Magal, il y a entre 150 000 et 200 000 ruminants qui sont sacrifiés pour les besoins de la fête. Vous voyez, ça montre un potentiel de cuir. De cuir. Oui. Mais ce potentiel-là n'est pas exploité. On se pose après la question, après le Magal, où se trouvent les peaux des bêtes pour en faire une usine de tannerie. De tannerie, oui. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas de comptabilité sur ce domaine. Sans compter maintenant la Tabaski, où on est entre 800 000 et 1 million de moutons qui est sacrifié chaque année. D'accord?
Donc on a la ressource pour avoir une bonne industrie dans la transformation du cuivre et de tous ces produits dérivés. Mais malheureusement, il n'y a pas la vision aujourd'hui pour le faire. Mais quand vous allez dans des pays comme le Maroc, c'est une industrie, n'est-ce pas? de bout en bout. Oui. D'accord? Voilà. Même les orteils des bêtes, Les sabots, les sabots, les cornes, les c'est cornes. pour les boutons et entre autres. Voilà, Ouais. tout ça est utilisé dans une Parfaitement. industrie. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Tout ça ensemble. Voilà. D'accord? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est la vision. Et qu'on sorte en fait du confort balisé par l'UEMOA, la CEDEAO, la France et compagnie. Je l'ai dit tout à l'heure sur le budget. Moi, je pense qu'il y a un déficit de réflexion concernant en fait les critères de convergence qu'on impose à nos États. Je pense que ces critères-là sont faits pour nous contenir dans une situation de pauvreté. Parce que les pays aujourd'hui européens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la sécurité? En 2026, ils doivent débourser 800 millions d'euros, 800 milliards d'euros pour la sécurité de l'Union européenne. Mais attention, ils disent une chose qui doit nous faire, nous, Africains, réfléchir. Ils disent que ces 800 milliards d'euros ne doivent pas être comptabilisés dans les déficits. N'est-ce pas? Dans les déficits. Donc, eux, ils se permettent, pour assurer leur sécurité, de ne pas tenir compte de 800 milliards d'euros au niveau du décompte des déficits budgétaires. D'accord? Mais nous, quand on dépense pour la sécurité, c'est dans nos déficits. On nous dit, attention, il ne faut pas dépasser 3%. D'accord? Pour moi, ces concepts-là, on doit les revisiter. Les revisiter. Parce que nous, on n'a pas la même séquence de développement que les pays européens. Ah oui? Les pays européens, comme les pays asiatiques, se sont développés grâce à une forte impulsion de l'État central. Alors, À l'époque, en France, c'était la Banque de France qui a développé la France. La Banque de France finançait la construction d'autoroutes, d'aéroports, la création d'universités, les grands travaux, pour que le pays puisse se doter d'infrastructures capables de se créer une économie solide. Nous, nos banques centrales ne peuvent pas le faire. Parce que nous sommes dans une séquence où ce sont les autres qui ont édicté les règles. Et pour se développer, il nous faut nous affranchir de toutes ces règles. Le concept de développement n'est pas trop galvaudé, vous ne pensez pas? Oui, actuellement, le concept de développement est un concept transactionnel. Ça repose sur uniquement le matériel. C'est ça. D'accord? Oui. Et il y a beaucoup d'économistes qui battent en brèche cette thèse visant à mesurer uniquement le développement sur la base des biens acquis, ou de production, etc. Parce que les aspects immatériels également font partie des patrimoines des peuples. Par exemple. Et qui sont d'ailleurs plus importants que les aspects matériels. L'image, par exemple, que représente Serigne Touba pour un mouride, vous ne pouvez pas l'estimer. Absolument. Et ça, c'est un bien, mais c'est un bien immatériel, qui compte dans l'équilibre de la personne, dans l'équilibre des communautés, et qui est valorisé également en interne. Mais ça, les dimensions de développement édictées par nos économistes occidentaux, comme François Pérou et compagnie, ne le mettent pas en valeur. Oui, c'est pourquoi moi je pense qu'il nous faut en tout cas des groupes de travail pour redimensionner tous ces concepts de développement, de souveraineté. Également les concepts de l'UEMOA, de la CEDEAO, tout ça on doit les revoir. Parce que pour terminer sur ce point, vous savez que il y a deux études moi qui me font réfléchir, que j'ai lues récemment. La première étude a été réalisée par le CEPI, qui est un centre de recherche très respecté en France, qui nous dit qu'en fait, pour qu'un pays puisse s'industrialiser correctement, il faut déjà que le taux de change ne soit pas fixe. Soit flottant. Soit flottant. Mais ils ajoutent une hypothèse par rapport à cela. Ils disent que si le taux de change est fixe, le pays doit avoir un revenu par habitant de plus de 20 000 $ pour que l'industrialisation puisse se faire. Le Sénégal ne satisfait pas à ces conditions. Ça veut dire que si on indexe les résultats de cette étude sur le Sénégal, on ne pourra jamais s'industrialiser. Et le deuxième? Le deuxième, qui est aussi une étude qui est très importante, qui nous dit, en fait, pour les pays en voie de développement qui utilisent les indicateurs de l'UEMOA, de la CEDEAO, parce qu'il faut dire à vos téléspectateurs que ces indicateurs
sont imités de l'Union européenne. Ce sont les indicateurs de Maastricht, 1992 en Europe. Les critères de Et cette étude dit que l'application des indicateurs issus de Maastricht, que ce soit en Europe et un peu partout, crée des effets récessifs dans l'économie des pays. Ça réduit la capacité de l'économie à se développer. Sa robustesse. Sa robustesse. Okay. Et donc, nous, on n'a pas la même séquence de développement que les Européens, raison pour laquelle nous devons faire comme les Chinois, c'est-à-dire réfléchir par nous-mêmes et voir les indicateurs qui pourront nous permettre de discipliner un peu notre marché économique. Professeur, vous êtes un intellectuel très avancé sur la réflexion et surtout la réflexion prospective, parce que des fois même vous envisagez donc le futur sous la forme de scénario. Mais aujourd'hui, vous avez revisité la notion de puissance économique et en partant sur un nouveau postulat, c'est-à-dire en intégrant le numérique comme étant maintenant la nouvelle frontière peut-être qu'il faut franchir. C'est pour cela que vous avez sorti donc ce livre qui s'appelle « Le poids du numérique dans l'économie du Sénégal », livre qui a été donc mis sur les rayons très récemment. Oui. Et au cours même d'une séance justement de dédicace, vous avez reçu Grand Monde qui vous a félicité justement pour ce travail très avancé. Si vous dites que le poids du numérique, vous essayez un peu de l'évaluer, à travers votre ouvrage, qu'est-ce qui en ressort comme puissance dont s'est doté le Sénégal pour peut-être envisager de s'engouffrer effectivement dans cette brèche numérique? Ok. Alors, je vais expliquer déjà, de manière très brève, pourquoi j'ai écrit cet ouvrage. En tant qu'économiste universitaire, j'ai été directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Télécoms et du Numérique. Et de par ma posture aux côtés de l'autorité, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de contraintes, qu'il y avait beaucoup d'obstacles, d'accord, dans la mise en œuvre de la politique du numérique dans notre pays. Et je me suis dit, il faut que je restitue ma part de compréhension pour aider le débat, pour aider à comprendre. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Et c'est parti d'une réflexion qui nous dit que le numérique, c'est 3,6% du PIB du Sénégal en 2022. Je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'on a trouvé les 3,6%. Je me suis dirigé vers la NSD. Et j'ai compris que déjà, il y avait un problème structurel. Quand la NSD chiffre le numérique, c'est uniquement pour tous les secteurs qui sont dans la communication, dans l'information, d'accord, et les télécoms. D'accord? C'est ça le numérique pour eux. Alors que la finance digitale, par exemple, c'est un des éléments importants du numérique. Il n'y a pas le numérique dans le transport au Sénégal, le numérique dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Il est partout en principe. Toutes ces activités numériques qui sont dans ces secteurs-là, dans le tourisme, ne sont pas comptabilisées par la NSD. Parce que le masque de mesure, la métrique de mesure, n'intègre pas ces secteurs. Ça, c'est une des conclusions auxquelles l'étude a abouti. Alors, deuxième chose, j'ai vu qu'effectivement, dans l'économie du Sénégal, il n'y avait pas une stratégie de gestion et d'utilisation à bon escient des données. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes dans l'économie des données. D'accord? Et adossé à une économie comportementale où on utilise les données pour pouvoir impulser des secteurs d'activité, tels que l'agriculture, l'industrie, le tertiaire, les banques. Tous ces secteurs-là dépendent des données. Mais au Sénégal, il n'y a pas une politique aujourd'hui centrée, bien réfléchie pour utiliser les données. Au contraire, on utilise nos données dans d'autres pays. Je peux donner l'exemple des réseaux sociaux qui est l'exemple qui a le plus de saveur. Aujourd'hui, quand vous prenez les données des Sénégalais et des réseaux sociaux, c'est tous à l'étranger. Tout à fait. Alors, l'ouvrage, je rappelle, donc, est édité par les presses universitaires du Sénégal. Mais, du Sahel. Du Sahel plutôt, oui. Du Sahel, autant pour moi. Et donc, il y a deux caractéristiques quand même qui me frappent un peu. C'est d'abord la préface du professeur Chérif Salifsi, qui dit donc à la page 8 que l'année 2025 marque un jalon critique dans la trajectoire économique du Sénégal, confronté aux impératifs justement de la transformation numérique. Et ensuite, pour appeler les gens en clin d'œil pour peut-être regarder cet ouvrage, il dit l'ouvrage de Dr Souleymane Astou Diagne transcende la simple analyse sectorielle pour proposer un cadre conceptuel novateur visant à repenser le développement économique du Sénégal à l'ère numérique. Donc nous sommes vraiment à une ère numérique.
Autrement dit, peut-être bon, c'est une période incontournable. C'est ça. Il faut plonger dès maintenant et il faut aussi des prérequis pour y arriver. Quels sont ces prérequis? Alors, les prérequis, c'est que pour bâtir une bonne politique du numérique, moi je commencerai par le capital humain. Le capital Donc humain, formation, qualification. Formation, qualification, Oui. les nouveaux métiers. Et nouveaux métiers. Les nouveaux métiers. Ok. Aujourd'hui, si on veut réussir ce pari, il faut faire comme les autres ont fait. Il faut que les Sénégalais maîtrisent les technologies les plus sophistiquées. Et ça va passer par la formation, ça va passer par l'université, ça va commencer aussi par les centres de recherche. Et la formation doit être financée. D'accord? Aujourd'hui, le pourcentage de financement de la recherche et développement est très faible dans nos pays. Au Sénégal, c'est moins de 0,5% du PIB. D'accord? Alors que dans des pays comme les États-Unis, la Chine et autres, on est à plus de 2,50%. Parce que les gens ne comprennent pas les enjeux, c'est pourquoi ils rechignent à investir dans le domaine. Donc pour moi, le capital humain, c'est le prérequis le plus important. Et d'ailleurs, je ne cesse de le répéter, de nombreux économistes ont obtenu le prix Nobel d'économie grâce à leurs travaux sur le capital humain, dont Esther Duflo, qui est la dernière en 2019. Tout à fait. D'accord? Qu'un pays ne peut pas se développer sans maîtriser le capital humain. Tout à fait. Et les dynamiques, les vrais enjeux aujourd'hui de nos sociétés sont les enjeux du savoir. Les pays qui maîtrisent le plus le savoir sont les pays les plus en avance. Alors, autre prérequis, ce sont les infrastructures. Pour avoir une économie numérique, il faut des infrastructures. Oui. D'accord? C'est tout ce qui est plateforme, centre de données, c'est tout ce qui est infrastructure également énergétique, parce que le numérique, ça consomme également beaucoup d'énergie. Oui. D'accord? Il faut ces infrastructures-là pour que l'économie numérique puisse éclore. Et ces infrastructures demandent un financement qui est très important. D'accord? Après également, il faut également de bons partenariats, parce que le numérique, c'est pas... l'économie numérique ne va pas se développer en autarcie. Aujourd'hui, il y a des géants aujourd'hui comme Google, il y a Google, il y a Amazon, il y a le groupe Meta, oui. Enfin, il y a Oracle, il y a aussi du côté de la Chine, DeepSeek, Xiaomi, Alibaba, enfin bon, tous ces grands-là, il faut qu'on se rapproche d'eux, qu'on se rapproche de la frontière technologique pour faire ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire le fait d'apprendre aux côtés des géants. Et c'est ça qui va faire que le transfert technologique pourra se faire dans notre pays. Alors, il y a une autre grosse plume également qui s'y est intéressée. Après donc l'avant-propos du professeur Cherifsi, il y a la préface donc de Dr Paul Kofi Kofi, qui est, je le rappelle, commissaire à l'UEMOA, chargé des questions de développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Donc lui aussi, il est dans son... Il dit, son observation, c'est que l'ouverture vers l'intelligence artificielle devient une nécessité pour être de son temps, pour en tirer justement le maximum de profit et de tous les avantages de cette révolution technologique. Elle est inéluctable. Inéluctable. Autrement dit, il faut s'y préparer. Est-ce que nous sommes dans cette disposition pour engager maintenant cette ère numérique? Quelles sont nos forces pour y entrer? Mamadou, pour parler un langage cru, nous ne sommes pas encore préparés. À vrai dire, on n'est pas encore prêts. Donc là, vous voulez fouetter l'imagination des opinions africaines, mais en même temps aussi des décideurs africains pour que l'heure sonne déjà avant même qu'il ne soit trop tard. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il n'y a pas d'indication claire de la part des autorités étatiques pour montrer que l'intelligence artificielle doit être une révolution à laquelle on doit se préparer. Ça, c'est clair. On n'est pas encore prêt, hein? Ça, il faut le dire. Et je le dis pourquoi? Parce que je veux booster les autorités à comprendre que dans ce domaine-là, il doit y avoir une attention toute particulière. Il y a la question du capital humain qu'il faut régler. Et d'accord, c'est une question qui est perpétuelle. Il y a la question du financement de ces questions, parce que si on ne les finance pas, on ne pourra pas faire grand-chose. Il y a la question des infrastructures qu'il faut construire. Il y a la question de la maîtrise de l'énergie qu'il faudra également assurer. Donc, il y a tellement de préalables aujourd'hui qui sont en souffrance, où nos autorités sont absentes dans la prise en charge de ces doléances. Mais si on vous posait la question de savoir maintenant comment ordonnancer toutes ces priorités-là, quelles sont les priorités qui seront peut-être en peloton de tête? Non, pour moi, le numéro 1, c'est le capital humain. Le capital humain. Capital humain. Formation. Je vous donne un exemple.
Aujourd'hui, on a le parc des technologies numériques de Diamniadio, ce qu'on appelle Sénégal Parc Connect, qui est à côté de Bargny d'ailleurs. Ce parc est une infrastructure technologique de classe mondiale. D'accord? Ce parc, si vous prenez son équivalent au Maroc, c'est des parcs aujourd'hui qui peuvent employer jusqu'à 50 000 personnes. Oui. Le parc de Casablanca au Maroc, 55 000 personnes travaillent dans le parc numérique de Casablanca. Et dans les 55 000, il y a 4 000 Sénégalais qui travaillent dans ce parc de Casablanca. 4 000 Sénégalais hein, qui maîtrisent les technologies. Ces gens-là, il faut les faire revenir. Mais pour les faire revenir, il faut des incitations. Tout à fait. Parce que ça concerne le capital humain. Si la moitié accepte de revenir, les effets de diffusion que cela va créer sur le reste, ça peut constituer déjà un bon en avant. Un bon en avant. D'accord? Et donc, il nous faut imaginer de développer le capital humain. Et ça va passer par l'université. Aujourd'hui, le visage de l'université doit être changé. L'université doit être réformée, rénovée, qu'elle soit en phase avec les défis de notre temps. Je donne souvent un exemple. Je dis, quand vous prenez nos universités, on forme majoritairement nos étudiants en lettres modernes, littérature du XVIIIe siècle. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais le nombre qu'on forme dans ces domaines-là me pose problème. Parce que l'université a pour vocation de solutionner les problèmes du monde industriel. L'université a pour vocation de résoudre également les questions du monde professionnel. Mais pour ce faire, il faut que l'université forme des ingénieurs. Il faut que l'université forme des praticiens. Je donne un exemple dans le livre pour dire que le Sénégal fait partie des pays qui forment le moins d'ingénieurs. En France, par exemple, on forme un ingénieur pour 1200 personnes. En France, on forme un ingénieur pour 1200 personnes. Au Sénégal, on forme un ingénieur pour 20 000 personnes. Donc, on est à la traîne. On peut le dire sur les médecins, on peut le dire sur d'autres profils qui sont adéquats pour le développement de nos économies. Et ça, pour moi, l'université ne joue pas encore son rôle. Il nous faut donc une réforme en profondeur de l'université. Après l'université, donc on règle la question du capital humain. Il faut maintenant gérer la question de l'énergie. Heureusement qu'aujourd'hui, on a le pétrole et le gaz. Donc, avec peu de tact, on peut gérer la question de l'énergie, la gestion de l'énergie. Le temps va très vite. Sur cette question que je vous pose en vous titillant un peu, c'est d'après les prospectivistes, vous en êtes un d'ailleurs, parce que dans votre ouvrage est bourré effectivement de simulations, peut-être bon pour le développement du Sénégal dans le numérique, que tous ceux qui sont dotés de ces technologies, de ces ouvrages et de ces personnels qualifiés, c'est eux qui vont façonner le monde de demain. Oui, c'est eux qui vont façonner le monde de demain et c'est eux qui vont même le dominer. Et c'est eux qui vont dominer le monde. Pourquoi? Parce que la technologie n'est pas neutre. La technologie n'est pas neutre. La technologie aujourd'hui prend parti. Et elle prend parti pour ceux qui ont l'initiative. Aujourd'hui, pourquoi les Chinois sont devant? C'est parce que la technologie crée les avantages de la Chine en elle-même, sur la scène internationale, qui est en train de supplanter les initiatives de Google, des géants américains. Et nous, pour exister dans ce monde, il nous faut aller vers la maîtrise des technologies. C'est pourquoi moi, j'insiste énormément sur le capital humain. Et encore une fois, je ne pouvais pas ne pas clôturer cet entretien sur un aspect qui est très important. Et je parle au ministre de la Culture, parce que dans l'ouvrage, je parle d'un aspect essentiel du numérique qui peut booster le tourisme et la culture. C'est en fait l'initiative consistant à créer des chèques de vacances sur la base d'une innovation technologique qui permet à des millions de Sénégalais chaque année d'aller en vacances et de découvrir le pays. Et cela va générer des millions d'emplois. Ça, c'est une révolution culturelle, là. Oui, le numérique va être le substrat de la révolution culturelle et touristique au Sénégal. Les Sénégalais, c'est de grands voyageurs, mais ils ne vont jamais en vacances. Ils ne vont jamais en vacances, surtout chez eux. C'est ça. Vous demandez à un Sénégalais la probabilité qu'il s'est rendu à Cap Skirring ou à Kédougou
ou dans les îles du Saloum, ou à découvrir certains vestiges, Connaissance sommaire. C'est très rare. Tout à fait. Mais ça, c'est pas possible, c'est parce qu'actuellement, il n'y a pas d'organisation. Et pour terminer, Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, dans son ouvrage qui s'intitule Un destin pour l'Afrique, a dit une phrase qui est merveilleuse. Abdoulaye avait dit que le développement... Non, il avait dit que l'organisation est la matrice de tout développement. L'organisation est la matrice de tout développement. Donc, si on veut se développer, il faut que nous soyons capables de s'organiser. Ben, on va s'organiser et on a toujours plaisir à recevoir donc professeur Souleymane Astou Diagne à E-Media. C'est une jeune lumière, mais qui a une promesse également d'avenir. Donc, le numérique qu'il investit, de tous ses moyens, de toutes ses facultés intellectuelles, peut-être on pourra ouvrir des horizons nouveaux pour le Sénégal. Professeur, merci beaucoup d'être passé donc, à JDD. Merci beaucoup, Mamadou. J'ai eu un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Pour nous aussi. Et donc, à la réalisation, il y avait Abdoulaye Ndiaye et Moustapha Ntrami. À dimanche prochain. Le temps fait